Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous allons donc poursuivre nos réflexions autour du sujet des communs. Et cet après-midi, notre sujet concerne les communautés villageoises et droits culturels dans la République. Donc je vais être assez brève. Simplement, nous avons le plaisir, en fait, de croiser nos projets avec nos collègues, puisque nous travaillons avec Gaëlle sur les sujets des communautés. Et donc, il nous a été proposé, en introduction de cette table ronde, de présenter ce projet des communautés qui est en étroit lien avec le sujet de la journée. Alors peut-être pour commencer ce panel, on va vous présenter nos différents conférenciers dans l'ordre que nous avons décidé de leur attribuer. Donc Guillaume Ravanel, vous êtes accompagnateur en montagne, mais surtout co-gérant des consorts de la montagne de l'Ognan depuis 2000 et des consorts de la montagne des Chaiseries depuis 2002. Vous êtes membre fondateur de l'AAVC, donc l'association des alpages de la vallée de Chamonix, et vous êtes aussi l'auteur d'un roman qui est Perle Tugrani. Donc on vous entendra notamment à propos de votre témoignage sur, pour simplifier un peu, l'accaparement par l'État de la gouvernance des communs. Gérald Andrieux, vous êtes journaliste indépendant et essayiste et vous avez été plusieurs années directeur adjoint de la rédaction de Bariane. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui a été édité en 2017, Le peuple de la frontière, qui va notamment inspirer là aussi votre témoignage, récit d'une marche durant 5 mois en pleine campagne présidentielle le long de la frontière terrestre du pays. Et vous avez longé donc la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Et plus récemment, vous avez participé à un ouvrage collectif, Loin de Paris, raconter les territoires aux éditions de l'Aube. Et donc là, vous allez notamment aborder la question de la critique du rôle centralisateur de l'État, de Paris, des technocrates. Bref, vous êtes un témoin privilégié aussi de l'attachement des personnes au territoire à partir du récit que vous avez pu établir lors de votre marche. Vincent Véchambre, vous êtes directeur du RISE, Centre Mémoire, Culture, Échange de la ville de Villeurbanne depuis 2015. Vous avez passé 30 ans dans l'enseignement supérieur en tant que géographe et vous avez mené des recherches notamment sur les mobilisations patrimoniales et mémorielles et vous poursuivez à travers l'action culturelle votre implication dans ce champ, dans le contexte d'une ville, Villeurbanne, que je connais particulièrement bien parce que mes parents y habitent, qui est effectivement... qui a un attachement assez important à la fois industriel et populaire. Et donc, vous allez notamment nous parler de la déclaration de Fribourg et de la convention de Faro. Et puis, Philippe Descola, vous êtes professeur émérite du Collège de France. Vous aviez notamment la chaire d'anthropologie de la nature. Vous aviez été directeur d'études à l'EHESS. On vous connaît notamment pour vos contributions à l'ethnologie de l'Amazonie, avec vos enquêtes parmi les hachoirs, mais aussi pour vos nombreux livres. Et puis, je suis désolée, je ne vais pas tous les citer, mais quelques-uns quand même qui résonnent et qu'on a tous entendus ou lus, ou en tout cas dont on a croisé parfois le chemin. Par-delà nature et culture, diversité des natures, diversité des cultures, la composition des mondes, une écologie des relations et ethnographie des mondes à venir. Et vos ouvrages sont traduits dans une quinzaine de langues. Et vous allez notamment contraster l'intérêt général qui est défini par l'État avec l'intérêt des collectifs. Et on sera très heureuse, bien évidemment, de pouvoir conclure avec ces questionnements importants, notamment, vous le releviez, pour la cohésion sociale, la perpétuation des savoirs et du savoir-faire et surtout la protection des écosystèmes dans un monde en grande crise. Bien, vous l'aurez compris, ce panel est riche et diversifié dans les profils, à l'image du sujet qui nous intéresse, puisque ce sujet sur les communs, sur les communautés villageoises et le droit culturel appelle ce croisement des regards.
Et nous remercions donc les fondateurs de la chaire Valcom de nous avoir sollicité pour participer à ce débat, Olivier Chavanon et Jean-François Joy. C'est en effet une chance de croiser nos regards, puisque nous avons ce même questionnement autour des communautés qui vont réunir des profils extrêmement différents autour d'un intérêt, un intérêt collectif qui ne se marie pas toujours avec l'intérêt général. Et nous avons pris l'habitude d'ailleurs de parler d'intérêt communautaire. Alors oui, ce projet se marie parfaitement avec notre projet de l'encyclopédie des communautés et pratiques communautaires. C'est un projet de longue haleine qu'on mène avec Mélanie. En 2018, on a organisé notamment des colloques. Il y a eu des publications intermédiaires et en 2025, des extraits choisis de cette encyclopédie qui sera publiée en édition ouverte très récemment ont été publiés aux éditions Paris-Saclay. Pourquoi le format encyclopédique? Pour offrir un corpus inédit de connaissances sur les sources, les formes, les modes d'organisation collective, collaborative, croiser aussi les disciplines, croiser les traditions, croiser les approches empiriques, récits d'expérience, analyse théorique. Voilà, donc c'est vraiment un projet ambitieux et on est heureuse de pouvoir aussi vous en parler rapidement, parce que si ce projet vous intéresse, on sera très heureuse que vous repreniez contact avec nous. Alors l'objectif, c'est de penser un maillon peut-être manquant dans notre organisation sociale, qui est ce maillon communautaire. On est parti de l'idée qu'avait initié Carbonnier, le droit respire par ses catégories, c'est-à-dire qu'en pensant une nouvelle catégorie qui est la communauté, ça permet d'avoir un cadre à partir de quel agir, puisque l'idée n'est pas de faire de la théorie, d'être dans l'abstraction, mais vraiment dans l'action. Et à vous écouter depuis ce matin, eh bien, on est réjouis parce qu'on voit combien ces communautés sont actives et donc font résonance avec ce projet que l'on porte d'encyclopédie, qui est de réunir toutes ces expériences et ces analyses. Alors, la communauté, elle peut avoir bien évidemment plusieurs sens, et donc avec Mélanie, on a essayé de la définir, en tout cas de poser des critères. Pour nous, la communauté, elle est constituée d'un groupe de personnes qui partagent un but, un intérêt, parfois un bien commun, et qui établissent des relations sociales privilégiées entre elles, qui reposent sur des règles propres et évolutives, sans avoir recours à la création d'une personne juridique. Et donc, la définition qu'on a donnée de la communauté, elle nous a permis de faire ressortir quelques critères que je vous expose brièvement. D'abord, la communauté, elle repose essentiellement sur une démarche privée qui coexiste et parfois concurrence les organisations publiques. Elle ne se définit pas de manière organique par ses membres, mais par sa fonction, par son affectation, par l'intérêt qui l'anime. Chaque communauté poursuit donc un seul intérêt que nous qualifions d'intérêt collectif ou d'intérêt communautaire, comme l'a relevé Mélanie. Et cet intérêt, il est extériorisé justement par une finalité communautaire qui va permettre d'identifier cette communauté sans qu'il soit besoin de recourir, comme on le fait très souvent en droit, à la technique de la personnalité juridique et donc de la personne morale. Et surtout, ces communautés, elles se dotent de règles de fonctionnement qui vont lui permettre de poursuivre son intérêt collectif. Et ce sont des règles ad hoc et non pas des règles issues d'un cadre institutionnel prédéfini, à l'instar de ce qu'on peut trouver notamment pour les entreprises ou pour les associations. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes vos principales publics. Nous sommes très intéressés par ce que vous allez pouvoir nous dire autour de cette table ronde. Et donc, nous allons commencer sans tarder par entendre Guillaume Van Ravanel. Oui, bonjour à tous et merci. Donc brièvement, moi je vis sur la vallée de Chamonix en Haute-Savoie. Je suis donc l'un des consorts. C'est un terme un petit peu peut-être pas fréquent pour vous, mais c'est comme ça qu'on se définit. Je me définis volontiers également comme un autochtone de la vallée de Chamonix. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la vallée de Chamonix, c'est au pied du Mont Blanc, en Haute-Savoie.
10 000 habitants à peu près, hein, et une population touristique et une activité touristique qui explose totalement. Jadis, on parlait d'une saison d'hiver et d'une saison d'été. Aujourd'hui, c'est 4 saisons avec plus beaucoup de temps où la vallée est au repos. Pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a entendu ce matin, moi j'avais envie de vous parler de l'aventure qui nous est arrivée un petit peu sur la montagne des Chaiseries. Montagne des Chaiseries, c'est 700 hectares sur le massif des Aiguilles Rouges. On est face au Mont Blanc. C'est un cadre idyllique, particulièrement spectaculaire. On a cette chance-là, c'est une chance, et c'est aussi une drôle d'aventure pour réussir à préserver notre territoire. On représente en gros une grosse trentaine de familles. Le tourisme à Chamonix, c'est pas nouveau. La vie en consortage, ça a 1000 ans. Hein. On a entendu beaucoup d'histoires similaires ce matin. Ça date du Moyen-Âge, on a des documents, etc. Par contre, sur l'histoire plus récente, il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé. La réserve naturelle des Aiguilles Rouges, créée par l'État français avec l'appui des collectivités de 2 communes, celle de Chamonix-Mont-Blanc et celle de Valorcine, c'est 1974. Il se trouve que je suis né en 1974 et j'ai plutôt grandi en étant extrêmement favorable à un espace protégé. Enfants, adolescents, pour des raisons familiales, de voisinage, c'est plutôt presque une éducation que j'ai reçue. Et puis progressivement, petit à petit, les choses ont dérapé, et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Alors le plus gros dérapage, c'est le Covid. Vous avez tous vécu ça, hein, dans l'année 2020, en gros. D'un coup, on est privé de nature, on est privé d'extérieur, on doit rester chez nous. Et au moment où on est libéré un petit peu de ce petit carcan, tout le monde se rue vers la nature. Je mets des guillemets sur la nature. Et nous, sur le territoire qui est le nôtre et qui est également, où se superposent 1000 ans d'histoire et 50 ans seulement de réserve naturelle, on se retrouve pris dans la contrainte de devoir accueillir toujours plus de monde. Toujours plus de monde sur un territoire qui, lui, n'a pas grandi, n'a pas changé, avec les mêmes sentiers. Et au-delà des femmes et des hommes qui y vivent toute l'année ou qui y viennent en vacances ou simplement pour une journée pour se ressourcer, il y a également toute une faune, toute une flore qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on essaye de mieux appréhender et de protéger. Et j'ai longtemps cru, manifestement, extrêmement naïvement, que la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, donc l'État français, était là pour protéger avant tout la nature et accessoirement protéger, pourquoi pas aussi, les quelques familles autochtones qui leur avaient permis de s'installer sur un territoire. Parce que nous avons accepté en 1974 de faire partie de cette réserve naturelle. Le cœur de la réserve naturelle, c'est notre territoire, à l'origine. Donc, pourquoi est-ce que ça a déraillé ? Eh bien, face à un afflux aussi important, je pensais qu'il y aurait une réaction de la réserve naturelle. Sur l'été 2020, les lacs, on a une myriade de lacs absolument magnifiques, sont devenus des aires de baignade, une aire de plaisance. Je comprends individuellement chacune et chacun qui sont venus en profiter. Le problème de la liberté, c'est que la liberté, pour de plus en plus de monde, ça devient extrêmement limitant, notamment pour la faune et pour la flore. Au-delà de savoir de ce que nous, on en pensait, il y avait un impact évident sur les écosystèmes et sur la nature au sens large. Et suite à cet été, on a fait remonter un certain nombre de dysfonctionnements. En parallèle, on s'était fait critiquer, nous, propriétaires, parce que nous sommes propriétaires du sol, pour un mauvais accueil. On a un refuge en montagne qui peut héberger 40 personnes et il y a 2000 personnes qui passent. Alors je vous laisse imaginer, pour des toilettes qui sont calibrées pour un petit volume, comment fait-on ? On n'avait pas la recette, on n'avait pas d'idée, on ne pouvait pas faire. Et on s'est fait extrêmement critiquer par l'Office du tourisme local, les élus, etc. Donc, suite à cet été, à mon initiative, on a mis tout le monde autour d'une table. Les élus de la commune, l'État, donc les services de la DDT, et
les représentants de la réserve naturelle. C'est une association de droit privé qui s'appelle Aster. Et là, effectivement, je n'ai pas été sur un ton aussi sympathique que j'ai cet après-midi. Je leur ai dit leurs 4 vérités de ce que je pense être toujours aujourd'hui de très gros dysfonctionnements d'une réserve naturelle et des manquements de l'État. Comment est-ce que c'était devenu possible que au cœur de la réserve naturelle, on était arrivé à des chiffres qui aujourd'hui sont de l'ordre de 2000 personnes jour? Est-ce qu'on prend en compte la nature quand on laisse autant d'humains fréquenter un territoire? Comment c'était possible que tous les soirs, en tout cas les soirs où il faisait une météo clémente, il y ait 100, 150 tentes de bivouac et de camping en plein cœur de la réserve naturelle? Comment c'était possible que personne n'ait réfléchi aux difficultés de la baignade dans les lacs d'altitude et les conséquences sur les milieux aquatiques? La réserve affichait d'un côté, nous protégeons nos sentinelles d'altitude avec des myriades d'études scientifiques qui laissait présager que les lacs étaient protégés, et une réalité qu'on observait, nous, qui était des auréoles chimiques sur les bords des lacs. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ce lieu de vie reste accessible à l'humain sans dénaturer tout le reste? Eh bien, c'est simple. Donc, quand j'ai provoqué cette réunion, j'ai été relativement dur dans mes propos, et on m'a tout refusé en 2020. J'ai proposé d'interdire la baignade, refusé. J'ai proposé de limiter la fréquentation, refusé, au titre de la liberté. En France, on ne peut pas toucher à la liberté. Le problème de la liberté pour tous, c'est qu'on oublie qu'elle affecte durablement la nature. Après, un autre point, c'était de chercher, j'ai proposé, après avoir réfléchi un petit peu à cette histoire-là, comment limiter sans interdire totalement le bivouac. Il y a des tas d'autres pays dans lesquels j'ai eu l'occasion d'aller où c'est possible, où on arrive, où on sait faire, où ils ont appris, où ils ont essayé en tout cas. Et donc j'ai proposé moi-même de gérer un site internet qui permettrait aux gens, mais non pas à 100, 150 tentes, à une dizaine de sites nominatifs pour que les gens puissent s'installer, bivouaquer, prendre du plaisir à venir en nature sans que ça déborde. Refusé. 2 ans plus tard, l'État français a, avec l'aide de la commune de Chamonix, repris mon idée, créé un site internet, sauf qu'ils ont oublié, pour gérer le bivouac, ils ont simplement oublié l'un des intervenants, ce sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas réellement demandé notre avis de savoir, mais on le fait où, on le fait comment, et est-ce qu'on le fait avec vous? Non, ils se sont installés toujours un peu plus loin sur notre territoire pour le gérer. Une autre aberration, c'était le passage des très grands événements commerciaux que sont les trails. Je ne sais pas si vous trottinez un petit peu, mais l'UTMB, le trail du Mont Blanc, Ultra Trail du Mont Blanc, est devenu un événement un petit peu incontournable dans le monde de ceux qui font de la course à pied, en tout cas de la course à pied de montagne, et j'ai osé les mettre dehors. Voilà. Donc ça, effectivement, je ne me suis pas fait des amis. Je me suis fait que des ennemis, même, pour le dire de manière très rapide. Alors, c'est pas simplement une victoire de mettre un événement commercial dehors, c'est simplement une logique. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une ambiguïté particulièrement grave d'avoir d'un côté l'État français qui affiche officiellement avec un macaron plus vert que vert « la nature, c'est nous »,« la défense, c'est nous », et toutes les pistes de réflexion que j'ai fait remonter ont été toutes refusées. Alors, je ne comprenais pas. Bon, j'ai fini par comprendre. La réalité, c'est que ils veulent pouvoir maîtriser la gestion et la gouvernance totale de nos territoires. Leur volonté, et là je les mets totalement en opposition frontale, c'est de pouvoir gérer et gouverner chez les autres. Notre volonté à nous, c'est pas du tout de dire plus d'État ou plus de communes. On est bien conscient, nous, qu'on habite sur une commune et à l'intérieur d'un pays. Et on souhaite pouvoir accueillir. Il y a eu des débordements, ceux qui ont suivi un petit peu les débats sur l'accès à la nature, sur les sentiers de randonnée. Il y a eu plusieurs exemples de personnes qui ont totalement barricadé leur propriété. Nous, c'est une propriété, premièrement, collective, pas la mienne, hein. J'en fais simplement partie. Et deuxièmement, on souhaite être des gens accueillants. On vit du tourisme, mais on souhaite pouvoir protéger. Et la réponse du gouvernement, de l'État, de la commune, des communes, devrais-je dire,
et encore peut-être pire, des représentants de la protection de la nature, donc de l'association Aster, a été de nous exclure toujours plus de notre territoire pour mieux pouvoir prétendre le gérer. Et à chaque fois que j'ai demandé d'exister, de pouvoir travailler, c'est-à-dire d'exister même professionnellement à l'intérieur de mon propre territoire, on m'a dit que c'était impossible. Et en parallèle, on a créé des postes de travail de gens qui n'étaient jamais venus à Chamonix il y a encore 1 an, 2 ans, 6 mois, 2 semaines, et qui forgent l'avenir de notre territoire sans le connaître. Ou en tout cas, en amenant très certainement des compétences, parce que beaucoup ont fait des études particulièrement intéressantes, mais sans nous consulter, ou en tout cas en nous mettant au banc le plus éloigné possible des discussions. Donc voilà, c'était pour vous partager cette expérience et puis pour vous démontrer, pour vous montrer en tout cas, à quel point même quand l'État affiche a priori de la bienveillance envers la nature, tout le monde se fait avoir. Sur l'exemple de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, c'est saisissant. C'est-à-dire qu'il y a une affiche qui est, depuis que 50 ans de réserve naturelle, une volonté affichée de l'État de préserver l'environnement. Et puis, il y a une réalité économique qui est que si ça rapporte des dollars de faire courir 10 000 personnes en 48 heures, d'un coup, la marmotte, la salamandre ou le bouquetin, on s'en fout. Ce n'est plus du tout une priorité. Ça redeviendra éventuellement une priorité la semaine d'après, ou pas. Non, la semaine d'après, c'est pas possible, il y a le Tour du Mont-Blanc. Donc ça dure pendant 5 mois. Ou alors, peut-être cet hiver. Ah non, il y a le ski. Donc l'économie d'une vallée extrêmement touristique comme la vallée de Chamonix a totalement pris le pas sur même les politiques de gouvernance. Je suis persuadé qu'il y a des tas de personnes dans les services de l'État qui ont de la bonne volonté. Mais si l'économie prend trop le pas, l'économie touristique en l'occurrence, trop le pas sur la gouvernance d'un territoire, c'est l'économie qui façonne l'environnement. C'est plus le bon sens, et moi je parle beaucoup de bon sens, et je serais ravi, effectivement, de pouvoir échanger avec des gens qui sont totalement en désaccord avec moi. J'ai bien compris que globalement, dans l'Assemblée, mes propos sont plutôt bien accueillis. J'imagine, parce que ça ressemble à des propos, ça fait écho aux propos qu'on a entendus ce matin. Mais moi, je souhaiterais pouvoir accéder à des tribunes où les gens sont en désaccord avec moi, justement pour pouvoir leur dire, écoutez, voilà comment j'ai observé certaines choses. Je crois que l'expérience est intéressante. Et donc, de quelle manière est-ce qu'on peut réussir à mieux s'entendre, ou alors, si on ne s'entend pas, à ce que le pouvoir de décision revienne aux populations qui ont le plus de bonnes raisons de décider. Donc, dans la présentation, merci pour l'allusion à un roman. Donc, j'ai effectivement une autre petite casquette qui est l'écriture. Et donc, j'ai écrit un roman qui traite de toutes ces aberrations. Je l'ai fait sous une plume particulièrement provocatrice. Je n'ai pas mâché mes mots. C'est une petite destruction généralisée de la vallée de Chamonix, avec comme but clair d'alerter un maximum de gens des dérives qui s'y passent, non pas dans le but, ça c'est le roman, ça, mais au-delà du roman, dans le but de pouvoir discuter et mieux essayer d'intégrer les populations que j'ose qualifier d'autochtones en France, les populations autochtones de montagne, pour qu'elles puissent continuer à vivre, à exister et à faire vivre leur territoire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et j'ai lu effectivement quelques extraits du livre que vous nous aviez envoyé. Et c'est particulièrement virulent, mais assez savoureux aussi à lire, malgré tout. Donc on va donner maintenant la parole à Gérald Andrieux. Allez-y. Bon, vu que nous revenons de déjeuner, j'ai décidé de retenir votre attention immédiatement. Je ne connais rien au sujet qui vous réunit aujourd'hui. Rien, je le confesse. Et en plus, je suis entouré d'éminents spécialistes,
un anthropologue réputé à ma gauche, des spécialistes du droit, un géographe à ma droite, et quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, qui vient de prendre la parole, qui nous a expliqué ce sujet au quotidien. Et il me faut donc remercier les animateurs de la chaire Valcom d'inviter un saltimbanque régulièrement dans leurs colloques. Et j'assume ce rôle. Je suis le saltimbanque puisque je suis un journaliste et en quelque sorte, je suis issu de la corporation du doigt mouillé. Le doigt mouillé, c'est cette science que pratiquent les journalistes chaque jour pour commenter l'actualité et sensiblement vous expliquer qu'ils vont vous rendre le monde plus simple à comprendre alors qu'ils ne font que l'embrouiller. J'ai un deuxième défaut que je dois confesser, c'est que je suis un républicain jacobin qui adore l'État centralisateur. J'ai travaillé pendant 13 ans à Marianne, journal républicain par excellence, composé de jacobins à 98,5%. Le 1,5%, jusqu'à peu, ma patronne était Natacha Polony, et c'est plutôt, non pas une jacobine, mais une girondine. Moi-même, j'ai beaucoup de doutes à l'égard des Girondins, mais je la respecte. Et j'ai pas mal de doutes également à l'égard du fédéralisme et de la décentralisation. Et pourtant, je suis un jacobin qui doute à chaque instant. En fait, je suis né républicain, un peu par réflexe. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi. Mais l'expérience, et l'âge aidant, je commence à douter des idées qui sont les miennes. Alors j'ai douté beaucoup parce que, effectivement, j'ai vu la limite d'un État centralisateur, froid, aveugle, de la technocratie, du système et de l'élite. Tous ces mots sont devenus un peu tarte à la crème, mais il faut se le dire, ça existe. L'élite existe, la technocratie existe, et l'État froid et aveugle, avec des serviteurs très zélés, ça existe, et vous en avez fait l'expérience. Et on peut tous s'en rendre compte à chaque instant. Voilà pourquoi je suis un jacobin qui doute, c'est que voilà, tout est sur la table. On voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Et si je suis invité, c'est notamment parce que j'ai fait un livre en 2017 qui m'a amené à douter encore un peu plus. En 2017, j'ai décidé de suivre la campagne présidentielle, celle qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir, donc sa première campagne, le premier quinquennat. J'avais été journaliste politique par le passé, j'avais déjà goûté les campagnes présidentielles où vous devez monter dans un bus, un avion, un train, et puis vous suivez une équipe, un état-major, dit-on, avec des fidèles bras droits et des lieutenants, il y a toujours un vocabulaire très militaire. Et puis vous faites le Tour de France 6 fois à peu près, pendant 6 mois, 1 an, et vous ne voyez pas un seul Français. C'est-à-dire que vous allez expliquer qui doit remporter une élection sans jamais parler à un électeur. Et donc le livre dans lequel je me suis engagé, ça a été une aventure assez incroyable, et c'est ma petite parenthèse professionnelle à moi, c'est que je suis parti de Dunkerque, et j'ai décidé de suivre la frontière pour atteindre Menton. Alors quand je suis parti, je ne savais pas combien de temps ça me prendrait, ça m'a pris 5 mois. Et je suis parti à l'automne et à l'hiver, donc 2016, en octobre 2016, et je suis arrivé à peu près en mars 2017 à Menton. Ce qui explique le physique un peu malingre qui est le mien, puisque j'ai dû perdre une bonne dizaine de kilos que je n'ai pas véritablement retrouvé depuis que j'ai fait cette marche. Qu'est-ce que m'a appris cette marche à la rencontre des Français? Alors on dirait un peu que je suis Dora l'exploratrice et que je suis un Parisien qui allait voir le Pecno, le Populo, le Bouseux du coin. En fait, moi je viens pas de Paris, je viens d'une petite commune. Certes, je viens d'une commune du Sud-Est, je ne suis pas un rural, mais la ruralité m'était pas totalement étrangère. Mais qu'est-ce que j'ai vu sur mon chemin? Déjà, j'ai vu quelque chose qui va parler à ceux qui sont ici dans la salle, c'est que j'ai vu chez les Français un attachement viscéral à l'endroit, au territoire dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, quand je vous dis que j'étais un jacobin un peu bas du front, j'étais même un azuréen, puisque je viens de la Côte d'Azur, un peu bas du front, et j'étais persuadé de venir de l'endroit le plus beau de France. Mais en fait, tous les Français sont persuadés de vivre et d'être originaires de l'endroit le plus beau et le plus majestueux. Je me suis retrouvé dans des zones qui étaient, il faut bien le dire, géographiquement, esthétiquement assez moches, et les personnes, au bout d'un moment dans la conversation, finissaient toujours par arrêter la conversation, se retourner et me dire « on a quand même de la chance de vivre ici ». Alors des fois, je me mordais les lèvres, mais en réalité, la personne qui était en face de moi aimait véritablement l'endroit dans lequel elle vivait et dont elle était originaire. Alors cet attachement, on comprend que le monde dans lequel on vit désormais, qui est un monde où tout s'accélère, tout devient fluide, liquide, le sociologue Zygmunt Bauman a pensé la société liquide, on est vraiment dans l'ère du liquide, et quand je suis
En Marche à suivre ce candidat qui est En Marche. Lui, ce qu'il nous vend en 2017, c'est un monde liquide où tout flotte au-dessus de la planète. Plus tard, un intellectuel anglais va théoriser l'idée qu'il y aurait des somewhere et des anywhere. C'est David Goodhart. Il y aurait des gens qui sont issus d'un territoire, les somewhere, et il y aurait des gens qui, parce qu'ils ont le capital économique, éducatif et culturel, peuvent voyager à la vitesse de la lumière ou presque au-dessus du sol, donc ce sont des anywhere. Ce monsieur David Goodhart a fait ça à la suite du Brexit, et c'est un livre assez passionnant, je vous invite à le lire. De même que Zygmunt Bauman, et puis en plus c'est toujours très classe de citer Zygmunt Bauman, parce que le nom est incroyable, et donc on a l'air très lettré, alors que c'est très simple d'accès. Donc, je vois des Français qui sont très attachés au territoire dans lequel ils sont, et moi ça me surprend un peu, et surtout, qu'est-ce qui me... De ces 5 mois à leur contact, puisque je passais mon temps avec eux, je dormais chez eux, je mangeais avec eux, je faisais la cuisine avec eux, c'est qu'il y a quand même 2 choses fondamentales auxquelles ils sont attachés. D'une part, la protection, c'est un mot important. Et aujourd'hui, il y a une sorte de dérive dans le débat public qui consisterait à dire que le mot protection est un mot de droite, alors qu'on peut considérer que la protection est aussi, et peut-être, la première mission des responsables politiques de gauche. La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est que d'autre qu'une protection? Et on vient de fêter les 80 ans de la sécurité sociale. Donc le désir de protection, et surtout une envie de permanence. Une envie de permanence. Et les communaux, il a bien fallu finalement que je m'intéresse un peu au sujet, c'est une permanence et c'est une protection. Ça colle finalement assez bien à ce sentiment profond qu'ont les Français et qui n'a pas trop le droit d'être exprimé sur les plateaux télé, parce que voilà, permanence et protection, on pourrait considérer que ça sent la France, la France maurassienne, etc. Alors qu'en fait, c'est une aspiration, tout ce qu'il y a de plus logique. Vous parliez de bon sens, la protection et la permanence, c'est le bon sens. Que veut-on pour ses enfants et pour soi-même? C'est un avenir à peu près enviable, il me semble, et que tout ça répond à l'idée de permanence et de protection. Pour vous dire un tout petit exemple sur cette envie de permanence, je me suis arrêté dans les Ardennes, dans une ville qui s'appelle Givet. À l'époque où la gauche plurielle est au pouvoir, Givet fait parler d'elle, puisqu'il y a une entreprise qui s'appelle Celatex, c'est une filature. Et cette filature va fermer, c'est en 2000, et les employés, pour faire parler de leur sort, vont menacer de faire exploser leur usine, et ils vont déverser de l'acide dans un affluent de la Meuse. Toutes les télés de la Terre sont venues les voir. Ça avait fait grand bruit. Et puis c'était politiquement très intéressant à voir, puisque c'était la gauche plurielle qui était au pouvoir. Il y avait Dominique Voynet, qui était écolo, qui n'aimait guère qu'on veuille faire exploser ou répandre de l'acide dans un affluent de la Meuse. Jean-Pierre Chevènement, qui était un peu dur à cuire à l'intérieur et qui voulait envoyer le GIGN sur Celatex. Et au travail, il y avait Martine Aubry, qui voulait écouter les ouvriers de Celatex. Et là-bas, j'ai rencontré par exemple Monique, qui était déléguée CGT. Donc je la rencontre en 2016. L'usine a fermé depuis 16 ans. Et elle me raconte quasiment les larmes dans les yeux le travail à l'usine. Elle me dit même que parfois, la nuit, elle se réveille parce qu'elle a l'impression que c'est son tour d'aller embaucher. Et elle me dit cette phrase qui est incroyable pour une déléguée CGT et qui exprime assez cette idée d'envie de permanence chez les Français qu'on retrouve dans les communaux. C'est qu'elle me dit, elle, la déléguée CGT, elle me dit, dans les années 70, au moins les gens étaient bien rangés. Le notable de la ville était un notable, l'ouvrier était un ouvrier, et tout était bien rangé. Et elle me dit ça parce que, en fait, je me trouve à Givet au moment où il y a une foire très particulière. Et elle me dit, c'est dingue, désormais, on est obligé de boucher toutes les rues pour pas qu'il y ait une voiture bélier qui déboule au milieu de Givet et qui écrase tout le monde. Et la simple vue de ces voitures qui devaient boucher les artères lui faisait dire que le monde dans lequel elle évoluait était devenu liquide, fluide, complètement dingue, inintelligible. Et elle, la déléguée CGT, voulait revenir au monde des années 70. Tout ça pour vous dire que nos concitoyens, peut-être vous-même, dans des proportions différentes, on est quand même habité par ces 2 idées que sont la permanence et la protection. Alors, je me rends compte qu'on est réunis aujourd'hui parce que justement, les sections de communes et les communaux sont, pour ainsi dire, menacés. Alors, je ne saurais pas dire s'il y a un sectionnicide, comme j'ai pu le lire dans un texte. Je trouve le terme incroyable. J'adore les néologismes. Celui-là, il faut le travailler, il faut le répandre. Je ne suis pas sûr que, sur le plan académique et scientifique, il soit valable.
Mais je trouve ça assez intéressant qu'à l'heure, là c'est un peu le journaliste politique bas de gamme qui va vous dire ça, mais quand même, on est à l'heure où le mot commun est peut-être le mot le plus répandu du débat public sans vraiment qu'on s'en rende compte. Par exemple, là le débat actuel se fait sur la réforme des retraites. Et se joue l'idée de est-ce qu'on doit continuer avec une retraite par répartition ou par capitalisation. L'idée, c'est la protection commune. La sécurité sociale dont on vient de fêter les 80 ans, c'est pareil. C'est l'organisation en commun de notre sécurité à chacun. Et dans ce que j'ai pu lire en préparant cette petite intervention, très peu puisque je connais très mal le sujet, c'est que moi je pensais qu'on allait avoir des soutiens parmi les maires. Les maires sont les élus politiques préférés des Français. En tout cas, c'est ceux en qui ils ont le plus confiance. Il y a une dernière étude Cevipof, je me suis noté les chiffres. Tout ça est connu. On sait très bien que les maires attirent le plus la confiance des Français. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça se dégrade au fur et à mesure qu'on s'éloigne du maire. 69% des Français, selon l'étude Cevipof pour l'Association des maires de France, alors c'est l'association est le donneur d'ordre, mais j'imagine que le Cevipof a quand même fait une étude assez sérieuse, 69% des Français ont confiance en leur maire. Ensuite, le conseiller départemental, lui, réunit 53. Le conseiller régional, 50. Le député, 42. Le sénateur, 37. Président et ministre, c'était avant le cirque actuel, 22%. Je pense que si on refaisait la même étude, on serait à peu près à 2% en ce moment. Et puis, de toute façon, pour avoir confiance en un ministre, encore faudrait-il retenir son nom. En ce moment, on les fabrique à la chaîne, un peu comme à l'usine JV de Celatex. Bon. D'ailleurs, une petite pensée, on est au Sénat, je pense aux gens qui animent la revue parlementaire. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, moi j'adore. C'est vraiment un truc de geek de la politique. Ils impriment régulièrement une affiche avec le nom des ministres. En ce moment, ils ne s'en sortent pas. Ils ont envoyé un message d'urgence sur X pour dire arrêtez. Ça leur coûte une fortune et puis il faut le changer à peu près toutes les 2 ou 3 semaines. Bref. Je pensais qu'on allait avoir des alliés parmi les maires, en tout cas que vous alliez avoir des alliés parmi les maires. Et visiblement, les maires s'emparent aussi de ces communaux ou ces sections de communes, parce que d'une part, c'est un peu embêtant d'avoir une forme d'autogestion là, sur notre territoire. Et je le reconnais, moi, le Jacobin, la République n'aime pas l'autogestion. Elle n'aime pas ce qui ne rentre pas dans les cases. Et alors l'Union européenne, encore moins. Mais alors, que ça vienne des maires, c'est assez désespérant. Je me suis dit que j'allais insister là-dessus, parce que quand même, l'obsédé de la politique que je suis quand même vachement moins passionné, et je comprends bien, ça ne passionne plus du tout les Français. Mais tout de même, il y a des échéances électorales qui arrivent, il y a les municipales qui arrivent. C'est dur quand même d'imposer un sujet comme les communaux et les sections de communes, j'en ai bien conscience, mais dans certains territoires, à mon avis, c'est un petit coup à jouer. Puis vous avez des jolis mots comme sectionnicide. Je voulais quand même être un peu... La dernière fois que j'ai été invité, on m'a remercié d'avoir dit ça. Le côté saltimbanque me permet de mettre les pieds dans le plat. Ces sections de communes vivent grâce à des citoyens engagés. Et sur le plan philosophique, sur le plan de la solidarité, je trouve ça incroyable. Mais à Paris, dans les grandes métropoles, dans le débat public, du côté des commentateurs, des intellectuels, on idéalise le village qui serait une sorte de havre de paix, où la solidarité se trouverait à chaque coin de rue, où tout le monde s'entendrait à merveille, où la vie serait douce, etc. Ça n'a strictement jamais été vrai. Il y a eu même des périodes encore plus chaotiques que jamais au moment du remembrement dans certaines communes. Si on a inventé le mot cloche-merle, c'est sans doute qu'il y a de bonnes raisons à ça. Et je vais prendre un exemple tout bête. Je vous ai parlé de JV, mais je me suis arrêté dans une ville alsacienne. Je dis une ville parce que pour l'INSEE, au-delà de 2000 habitants, c'est une ville. Et je vais vous parler d'Ungersheim. Et Ungersheim, c'est 2400 habitants. C'est une petite commune qui a fait parler d'elle. Un documentaire a été tourné à propos d'Ungersheim parce que c'est une commune assez incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Ça tient beaucoup à la personnalité de son maire, qui s'appelle Jean-Claude Mensch. Jean-Claude Mensch est en fait un écolo. Il ne doit plus vraiment avoir sa carte d'Europe Écologie Les Verts. Il doit se présenter sous l'étiquette d'hiver gauche désormais. Et en fait, il fait quelque chose qui pourrait se rapprocher de cette solidarité. Il crée énormément de choses pour générer de l'engouement. Pour la faire rapide,
Grosso modo, tous les bâtiments publics sont chauffés au bois. Il y a des terrains maraîchers municipaux avec une conserverie municipale. L'entièreté des plats préparés dans les cantines scolaires sont issus du local et du terrain maraîcher ou des environs. Alors là, on rentre quasiment dans le folklore, mais quand même, il faut imaginer ce que c'est. Le ramassage des ordures et le ramassage scolaire, qui n'a pas lieu en même temps, est fait par des chevaux. C'est assez étonnant. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur Jean-Claude Mensch et Ungersheim? En fait, autour de lui, il a tout cassé une dizaine de personnes qui sont très, très mobilisées. Et moi, le jeune homme chez qui je dormais, et j'ai passé 4 jours avec lui, il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait à Ungersheim. Et Jean-Claude Mensch est élu sans discontinuité depuis 1989, sous l'étiquette soit écolo, soit divers gauche. Et absolument à tous les autres scrutins, on est en Alsace, c'est le FN, puis désormais le RN, qui remporte les élections. Par exemple, si je prends le cas du jeune homme chez qui je dormais, et c'est ça aussi la réalité des villages qui sont devenus parfois des cités dortoirs, pour des raisons toutes bêtes que vous connaissez, le foncier et l'immobilier, la pression foncière et immobilière repoussent les gens dans des territoires où ils n'auraient pas été censés habiter, et désormais ils ne savent pas exactement qui vit à côté d'eux. Moi, j'avais une tradition, quand je dormais chez quelqu'un, je demandais « Mais au fait, votre voisin, il fait quoi dans la vie ?» C'était une fausse question théorique. C'était une façon de voir si la personne en question était au courant de s'il fréquentait son voisin. Et bien, figurez-vous qu'en France, dans les villages, ça n'est plus totalement le cas. Et le jeune homme chez qui je dormais, on va comprendre pourquoi il n'avait plus le temps de s'intéresser à Jean-Claude Mensch. Et s'il y avait eu des sections de communes à Ungersheim, est-ce qu'il aurait pris sa part? Est-ce qu'il aurait été au courant? Ce jeune homme, il votait RN, il n'avait pas 30 ans, il était très peu diplômé et son métier était complètement dingue, il était rechappeur de pneus. Je ne savais pas que ça existait encore. Rechappeur de pneus itinérant. C'est-à-dire que chaque matin, il se levait à 5 heures du matin, donc je ne le voyais pas moi de la journée. Il partait à 5 heures dans une camionnette, il faisait le tour des garages du Grand Est, du Grand Nord-Est, et il allait rechapper, donc réparer des pneus. Et vu que ça gagnait pas assez bien sa vie, enfin vu qu'il ne gagnait pas assez bien sa vie, sur son chemin, dès qu'il croisait un supermarché, une supérette, grâce à une petite application et une entreprise privée qui le rémunérait pour ça, il allait recenser les produits manquants ou présents dans les rayons des supermarchés pour améliorer le quotidien. Quand il rentrait le soir, il recevait chez lui des amis qui venaient d'autres villages ou d'autres communes un peu plus loin, mais il ne fréquentait donc jamais ses voisins. Et sans doute que l'enjeu qui se pose aux communaux, aux sections de communes, c'est d'une, se faire connaître, admettre que la réalité des zones rurales et des villages, c'est aussi ça, et ça n'est pas ce havre de paix, et ça, il faut l'imposer dans les médias. Et puis, vous avez un superbe mot, qui est le mot du moment, mais qui est révélateur de l'ambivalence idéologique et politique des Français, c'est que nous aimons le commun et nous sommes en train de le détruire à chaque instant. On a inventé plein de mots pour pas dire commun, on dit vivre ensemble, et puis quand on dit vivre ensemble, on se sent un peu couillon parce que plus personne n'a envie de vivre ensemble. Donc il y a d'abord une bataille, je crois, lexicale, et moi je trouve que, parce que c'est mon métier, que les mots c'est les idées, les mots sont éminemment politiques, et donc imposer le mot de commun et le mot véritable de commun, c'est un beau sujet pour vous et pour cette journée. Voilà. Merci beaucoup. On voit le regard sur le terrain est indispensable pour construire une pensée et comprendre le sujet dont on parle. Et les communs, effectivement, est un terme qui a été galvaudé. Et donc, il est important de redéfinir finalement son objet d'étude. Donc, nous allons continuer ce voyage dans l'objectivation progressive du regard avec Vincent Véchambre. Mais c'est mieux comme ça. Merci. Alors, Gérald Andrieux m'a soufflé mon accroche, je vais le dire autrement. Donc, je suis un hyper-urbain par mon lieu de vie et mon terrain d'action en tant que directeur d'un équipement culturel municipal à Villeurbanne. Et en même temps, j'ai la satisfaction de me retrouver sur cette carte géographique des communs fonciers, puisque j'ai une résidence secondaire
qui se trouve dans le nord du Cantal et qui jouxte un communal. Et j'ai la faiblesse de penser que ce communal, d'un certain point de vue, fait partie de mon patrimoine et fait partie d'un patrimoine commun. Ce sera mon angle d'approche, la question de considérer ces communs fonciers comme des patrimoines culturels même. Et donc j'ai vu évoluer ce communal depuis plusieurs décennies, constater à la fois qu'il était de moins en moins utilisé, de moins en moins bien entretenu. Il n'y a plus qu'un seul éleveur qui le mange, c'est le terme consacré. D'ailleurs, c'est très fort sur le plan symbolique, dire que les éleveurs ont le droit de manger le communal. D'ailleurs, on n'y trouve plus de vaches, mais des chevaux, ce qui est un changement aussi important. Et dans le même temps, quand l'éleveur en question a fait mine de clôturer ce communal, ça a été la fronde. Et s'est réveillée une communauté patrimoniale latente, celle-là même aussi qui, depuis 2 ans, fait de nouveau fumer le four banal. Donc voilà, je me sens concerné, et plus particulièrement quand Olivier Chavanon, que je remercie de m'avoir sollicité, j'ai bien essayé de lui donner des noms beaucoup plus pertinents que le mien, mais il a insisté, donc je vais aborder, et je le remercie parce que ça m'a fait très plaisir de réfléchir là-dessus. J'espère que j'aurai quelques éléments à vous partager. Donc je rentrerai sur le sujet à travers la question des droits culturels et plus particulièrement de la Convention de Faro, les droits au patrimoine, on peut dire ça comme ça, dont on fête d'ailleurs tout juste les 20 ans. Donc convention du Conseil de l'Europe, dont le sous-titre est la convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Et il se trouve en plus, du coup je suis en plein dedans, que nous avons fêté il y a maintenant 1 semaine, tout juste, la signature symbolique de la ville de Villeurbanne de cette convention de Faro. Seuls les États peuvent formellement signer, mais un certain nombre de communes, de collectivités se sont engagées symboliquement. Ça a été le cas à Villeurbanne, donc très récemment. Alors tout d'abord, pour rentrer sur cette convention de Faro, on peut la présenter comme le premier instrument de droit international qui est basé sur les droits culturels. Et puis plus particulièrement, je vous la présenterai d'abord sous son angle d'outils, d'outils, on peut dire ça comme ça. Vous me pardonnerez, je vais parler de droit et je ne suis pas juriste. Je parlais un petit peu de droit, mais en tout cas comme outil de promotion de la démocratie, rien que ça. Et il se trouve qu'il y a quelques enjeux en ce moment. Et par exemple, vous renverrai une tribune qu'a rédigée l'année dernière Jean-Michel Lucas, ancien drac à Bordeaux, qui a été sans doute un des premiers ambassadeurs de la Convention de Faro dans le contexte français, et qui l'avait intitulé « Urgence démocratique du patrimoine ». Dans ce contexte de grave crise démocratique à toutes les échelles, dans ce contexte de menace existentielle que représentent les extrêmes droites en France et ailleurs, il avait donc notamment pointé cet enjeu démocratique autour de la Convention de Faro, ce que, d'un certain point de vue, la ville, dans le texte finalement qu'ont voté les élus le 30 juin dernier, a finalement reconnu dans la dernière phrase effectivement de la motion qui a été votée, que je vous lis. La ville de Villeurbanne reconnaît les puissantes valeurs démocratiques soutenues par la Convention de Faro du Conseil de l'Europe comme source d'inspiration pour porter et valoriser la diversité et la pluralité des cultures qui font son histoire. Donc cette question démocratique, elle est vraiment au cœur de Faro. Elle est un des objectifs d'emblée affirmé dans l'article 1. Je vous en lis un de ces articles, un des tirés de cet article 1, l'apport du patrimoine culturel dans l'édification d'une société pacifique et démocratique, ainsi que dans le processus de développement durable et de promotion de la diversité culturelle. Bon, il y a plusieurs objectifs qui sont fixés dans l'article 1, mais celui-ci en fait partie. L'édification d'une société pacifique et démocratique. Et pour en revenir à ce que disait Jean-Michel Lucas dans sa tribune, il s'agit effectivement, en se saisissant de ce référentiel qu'est la Convention de Faro, de favoriser l'expression d'attachement, le terme est souvent revenu, d'attachement à des biens, mais aussi à des valeurs, et dans leur diversité. Avec un égal traitement, une égale dignité accordée
à ses héritages à partir du moment où justement des attachements sont exprimés vis-à-vis de ces héritages dans leur diversité. Et je cite Jean-Michel Lucas, de sorte que cela fasse levier pour améliorer la qualité de notre vie ensemble. C'est vrai que certaines expressions sont galvaudées, mais malgré tout, ça reste un objectif pour nos sociétés. Faire patrimoine ensemble, c'est une expression qu'on retrouve aussi souvent, et favoriser pour cela l'émergence et la vitalité de communautés, j'y reviendrai, et de communs, qui sont des intermédiaires vitaux pour la démocratie, au fond, pour qu'on ne soit pas dans ce face-à-face qui semble peut-être recherché aujourd'hui entre l'État et le citoyen, les citoyennes. Il y a cet enjeu, effectivement, dans un contexte où, durant cette dernière décennie notamment, les corps intermédiaires, au sens large, ont été extrêmement fragilisés, et dans un contexte, si je me réfère à l'actualité récente, où les associations, par exemple, sont dans une très grave situation, sont aux abois, on peut avoir effectivement cette très grande inquiétude par rapport à la santé de notre démocratie, et on peut considérer que ces communautés patrimoniales, en l'occurrence, auraient un rôle à jouer et devraient être revivifiées. Tout ceci par rapport, effectivement, ça a été déjà pointé, à une conception d'une république centralisée et monolithique dont on voit effectivement les effets pervers. Donc sont véritablement en jeu des questions de démocratie à travers la Convention de Faro, plus largement à travers la question des patrimoines culturels et des communautés qui les font vivre. Pour en revenir donc à cette question des communs fonciers, donc je les interpréterai donc comme patrimoine culturel, ça a déjà été dit et sans doute peut-être mieux que moi, et à l'aune de la Convention de Faro. Dans quelle mesure effectivement ça rentre dans la manière dont la Convention de Faro considère ce qui fait patrimoine. Pour ceci, d'abord je ferai référence à des paroles qui ont été exprimées ce matin quand Alain de Gors évoque l'arrivée de nouvelles personnes donc qui n'ont pas encore connaissance de leurs droits et des devoirs, en fait référence donc à la section où ils se situent. Il leur dit vous avez des droits, venez aux Journées européennes du patrimoine, on vous expliquera. Donc très clairement la question de ces droits et devoirs. Finalement, elle trouve sa place dans des journées du patrimoine. On est très clairement de ce côté-ci du champ patrimonial. Et puis, à un autre moment, c'est Marc Debray qui évoquait le fait que c'était une identité qui était menacée, cette idée d'une menace portant sur l'identité de personnes et de collectifs. Là encore, on est dans ce champ-là de l'attachement à des patrimoines. Si je me réfère également à cet article qui m'a largement nourri juste à temps, n'est-ce pas, Olivier et Jean-François, donc, que vous avez publié dans Métropolitique, vous avez un certain nombre d'expressions qui pourraient finalement renvoyer à la définition que donne la Convention de Faro du patrimoine. Alors il faut peut-être d'abord que je vous la relise, cette définition du patrimoine dans la Convention de Faro, parce qu'elle est tout à fait passionnante. Donc c'est dans l'article 2, aux fins de la présente convention, le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoir et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement, résultat de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. Cette dernière phrase, je trouve, décrit tout particulièrement la question des communs fonciers. Donc, dans l'article en question, donc, vous évoquez un certain nombre de manières de dire cette chose-là, qui, effectivement, de mon point de vue, rentre très clairement, et du vôtre aussi, je pense, dans cette catégorisation du patrimoine tel que je viens de vous la lire. Vous parlez donc de formes collectives d'usage des terres et des ressources. Vous parlez de traditions d'organisation collective du territoire, de formes locales et enracinées de gestion des ressources. Donc on est du côté de ce patrimoine immatériel qui, en même temps, parce que la catégorie est utile, mais finalement elle ne résiste pas à l'analyse, prend une dimension très matérielle et très spatiale. Mais en tout cas, on est bien dans ce registre-là. Et il y a une expression que vous avez peut-être entendue dans la définition, c'est « par-delà le régime de propriété des biens ». Pourquoi elle figure, cette expression? C'est parce qu'effectivement, compte tenu de la toute-puissance de la propriété privée, il faut penser la question patrimoniale au-delà, je dirais, de la propriété privée, ce qui est un sacré enjeu. Et d'un certain point de vue, on pourrait dire que cette
que ces régimes de propriété des biens peuvent être considérés en eux-mêmes comme un patrimoine. Et en l'occurrence, je proposerais bien cette idée-là, à savoir que nous avons ici affaire à un régime de propriété de biens qui peut être considéré comme un patrimoine. Ce régime de propriété collective et qui crée aussi les conditions pour que d'autres formes de patrimoine puissent être valorisées et transmises. Parce que ça crée les conditions, ça a été dit très bien à plusieurs reprises, d'un attachement dans la durée à des éléments qui ont une valeur patrimoniale forte. Pour ce qui concerne l'affouage, là, je puise aussi dans une note de toujours ce même article de Métropolitique qui, voilà, moi qui apprends beaucoup de choses depuis peu, me parle. L'affouage qui permet de conforter leur attachement, donc les personnes concernées, à la nature, leur intérêt pour la protection durable des bois et des paysages. Et donc, à travers, on le sent bien, la défense et la promotion de ces communs fonciers se joue la préservation de patrimoine essentiel. Les tourbières ont été évoquées. Vous citez dans l'article une succession très, je trouve, parlante: eau, biodiversité, terres agricoles, savoir-faire anciens, patrimoine culturel immatériel, lieu de rencontre. Alors, maintenant que j'ai fait ce lien qui me semble très fort entre ces communs fonciers tels qu'ils sont perçus, vécus, revendiqués à travers vos interventions et puis la manière dont la Convention de Faro évoque la question patrimoniale, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin, voir qu'est-ce qu'on trouve dans Faro qui serait de nature à conforter finalement les communs fonciers. Quelques articles auxquels je peux me référer. Donc, dans l'article 5 qui s'intitule « Droit et politique du patrimoine culturel », les parties s'engagent à reconnaître l'intérêt public qui s'attache aux éléments du patrimoine culturel en fonction de leur importance pour la société. Sur l'intérêt public. Alors ça, c'est le petit A. Le petit C. Les parties s'engagent à assurer dans le contexte particulier de chaque partie l'existence de mesures législatives relatives à l'exercice du droit au patrimoine culturel défini à l'article 4. Alors, le patrimoine culturel défini à l'article 4, il est rapide, je vous le lis pour que vous ayez tout cela en tête également. Les parties reconnaissent que toute personne seule ou en commun, l'expression est très importante, elle revient souvent, que toute personne seule ou en commun a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement. Donc, mesures législatives, on a plutôt évoqué des mesures législatives qui menacent très clairement l'exercice de ce droit au patrimoine culturel que représentent les communs fonciers. Autre chose qu'on peut puiser, autre article qu'on peut puiser dans la Convention de Faro, article 8, environnement, patrimoine et qualité de vie. Les parties s'engagent à utiliser tous les aspects patrimoniaux de l'environnement culturel, petit a, pour enrichir les processus de développement économique, politique, social et culturel de l'aménagement du territoire. Je crois que là, on est en plein dans le sujet. En recourant, si nécessaire, à des études d'impact culturel et à des stratégies de réduction des dommages. Alors, quand je lis ça, cette idée d'études d'impact culturel, je me dis qu'effectivement, il aurait peut-être fallu en faire avant de prendre des décisions, par exemple, de communalisation des sections, à vous écouter, encore une fois. Je vous fais confiance. Quand vous posez la question dans votre article, quel gain suite à la communalisation des biens de section ? Peut-être quelques gains financiers à court terme, c'est vrai que le prix du bois augmente, mais quel nouveau service pour prendre l'air laid, quel levier pour retisser les liens sociaux qui sont ainsi remis en question, quel levier pour redynamiser l'implication collective, l'attachement et tous ces éléments facteurs de développement local. Effectivement, là, on se dit qu'il aurait peut-être fallu faire quelques études d'impact culturel. Petit c, toujours sur environnement, patrimoine et qualité de vie, pour renforcer la cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers l'espace de vie commun. Là encore, la question de la responsabilité partagée est au cœur de vos réflexions. Article 9, et je crois que ce sera le dernier que je mentionnerai, un usage durable du patrimoine culturel. Les parties s'engagent à promouvoir le respect de l'intégrité du patrimoine culturel en s'assurant que les décisions d'adaptation inclut une compréhension des valeurs culturelles qui lui sont inhérentes. Alors encore, des adaptations, elles sont nécessaires. Quand on a un patrimoine qui vient d'aussi loin, depuis le Moyen-Âge, on se doute bien qu'il n'a cessé d'être adapté, qu'il mérite de l'être encore. Mais toujours, et ça a été dit de nombreuses fois aussi, en sachant d'où l'on vient, en ayant connaissance, effectivement, des valeurs culturelles qui sont derrière tout ça.
Oui, il faut peut-être que j'accélère, en effet. Alors, du coup, je n'irai pas tout au bout de ce que j'avais puisé dans la Convention de Faro, mais c'est très riche, vous pourrez aller voir ça. Je terminerai peut-être en évoquant des initiatives qui sont prises chez nos voisins transalpins, parce qu'il se trouve que quand on a signé symboliquement cette Convention de Faro à Villeurbanne, il y avait, par exemple, la maire de Fontecchio, Sabrina Ciancone. Et Fontecchio, donc c'est une petite commune, là on retrouve un peu nos villages, du centre de l'Italie, qui se trouve dans la région de l'Aquila, qui a souffert en 2009 d'un tremblement de terre grave. Et donc, elle nous a parlé d'une expérience qu'elle mène, elle, en tant que maire, qui a signé d'ailleurs symboliquement la Convention de Faro, visant à s'appuyer sur une expérience napolitaine. Alors, cette expérience napolitaine, je n'en rendrai pas compte parce que ça me demanderait de développer un petit peu. Je vais rester sur Fontecchio, mais vous pouvez aller voir ce qui s'est passé du côté de l'Asilo, un ancien couvent du centre historique de Naples, où un dispositif juridique reconnaissant droit d'accès et de gestion directe d'un bâtiment, d'un espace public par une communauté, a été donc coécrit entre les pouvoirs publics et les artistes qui occupaient cet espace-là. Ça a visiblement beaucoup nourri un certain nombre d'élus et aussi de militants du patrimoine en Italie. Et à Fontecchio, Madame le maire et son conseil municipal donc, ont confié à des communautés patrimoniales la gestion d'une placette avec une fontaine, par exemple. Alors pas gestion au sens que ça puisse être accessible à tous, il ne s'agit pas d'une appropriation par quelques-uns. La gestion de jardins aussi, sur ce même plan, de sentiers. Des sentiers sont adoptés et deviennent donc des biens communs qui sont gérés par une communauté, des bois également. Voilà, cet exemple de Fontecchio a pu nourrir Villeurbanne, même si on peut paraître extrêmement loin de ce contexte villeurbanais, comme je le disais, hyper dense. Et donc pour conclure, donc, cette notion de commun foncier que vous l'aurez entendu m'a inspiré, même si je ne la maîtrise pas. C'est véritablement donc ce que j'en comprends un patrimoine culturel à transmettre, qui conditionne lui-même la transmission de patrimoine essentiel, biodiversité, paysage, savoir-faire, et qui prend d'autant plus de pertinence que nous sommes dans un contexte où il y a un net besoin de faire alliance, finalement, entre ces communautés patrimoniales et les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, quand ils sont, réalistes, les élus, quand ils sont réalistes, il y en a beaucoup, peuvent très bien dire on ne peut pas tout faire. Et cette illusion de la toute-puissance de l'élu, je pense qu'elle est abandonnée par beaucoup d'entre eux, et qu'il faut effectivement pouvoir s'appuyer sur les initiatives, sur les forces locales, sur les communautés patrimoniales. Et c'est ce que nous allons essayer d'ailleurs à l'issue de ces rencontres de Villeurbanne, de porter un appel à faire alliance finalement entre les communautés patrimoniales et les élus locaux dans l'esprit de la Convention de Faro. C'est un enjeu démocratique qui nous paraît essentiel. Alors il y a ce blocage effectivement de la France qui refuse de signer la Convention de Faro. Le prétexte, c'est le mot de communauté. Vous avez commencé à en parler. Et on voit bien que ça ne résiste pas, ce mot de communauté tel qu'il est employé dans le référentiel des droits culturels et l'inverse du communautarisme. Quand, par exemple, la Convention de Faro nous dit « Il est de la responsabilité de toute personne, seule ou en commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre patrimoine, et en conséquence, le patrimoine commun de l'Europe. » À partir du moment où on a la responsabilité de respecter le patrimoine de l'autre, le communautarisme est impossible. Donc c'est qu'il y a sans doute des choses plus profondes dans le refus de la France de ratifier Faro. Peut-être que ça pose la question d'une conception de la démocratie qui semble à bout de souffle dans le contexte français, et qu'il faut peut-être aussi aller voir du côté de redonner du pouvoir à des collectifs impliqués dans la gestion d'espaces et de biens communs en lien avec les autorités et les citoyens et les citoyennes. Excusez-moi d'avoir dépassé. Donc, merci beaucoup pour cette exploration de la Convention de Faro, et le lien est parfait pour mieux comprendre justement avec Philippe Descola la différence entre l'intérêt général et les intérêts collectifs, et peut-être aussi comment faire coexister, voire raisonner finalement l'intérêt collectif avec l'intérêt individuel, avec l'intérêt public, qui n'est pas nécessairement le même que l'intérêt général, et puis peut-être les autres aussi intérêts collectifs. Philippe Descola, merci. Merci.
Oui, c'est l'après-midi des marginaux autoproclamés, parce que jusqu'à il y a à peine moins d'un an, je connaissais rien aux sections de communes, et c'est grâce aux conversations avec Jean-François Joy et Olivier Chabanon que j'ai découvert ce dispositif extrêmement intéressant, et grâce aux textes qu'ils m'ont permis de lire. Donc le regard que je vous apporte cet après-midi, c'est le regard éloigné de l'anthropologue, qui est familier à la fois par son expérience ethnographique personnelle et par ses lectures et par ses intérêts de recherche, avec des systèmes dans lesquels il n'y a pas de propriété privée de la terre. Donc l'idée même de propriété n'existe pas. Et donc je regarde tout ça avec un regard éloigné, justement, et en portant sur ces systèmes le regard un peu étonné de populations, disons, de régions du monde qu'on considérait comme exotiques, mais qui en retour considèrent nos propres systèmes comme très exotiques. J'ai trouvé en particulier un parallèle extrêmement troublant entre la politique de l'État français et des collectivités territoriales vis-à-vis des sections de communes et la politique néocoloniale de certains États latino-américains vis-à-vis de leur population autochtone. La spoliation territoriale s'est faite et se continue à se faire au nom de la prévalence de l'intérêt général sur l'intérêt collectif. Et il y a un lien entre les deux, bien sûr, puisque ce qu'on a appelé les révolutions bolivariennes, c'est-à-dire les guerres d'indépendance qui ont abouti à l'indépendance des différentes nations latino-américaines, ont été inspirées par la philosophie politique européenne, par la philosophie des Lumières, par le triomphe de l'individualisme et par l'idée même d'appropriation. Si on en juge par les travaux de Blaufarb, par exemple, l'idée d'appropriation est quelque chose qui est tout propre à la Révolution française, est quelque chose de très nouveau au fond. Et donc le grand paradoxe, c'est que dans ces républiques latino-américaines, à l'époque coloniale, les populations autochtones avaient conservé certains droits sur des territoires qui leur ont été supprimés par les nouveaux États indépendants, conservés un petit peu dans certains pays comme la Colombie sous le nom de resguardo, qui sont des héritages de la période coloniale. Mais je ne soupçonnais pas que dans mon propre pays, un mouvement du même ordre avait eu lieu. Alors j'ai parlé d'intérêt général et d'intérêt collectif. Effectivement, comment les distinguer il faudrait parler, quand on parle de l'intérêt général, d'abord de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est l'intérêt supérieur de la nation? Est-ce que c'est l'intérêt de l'humanité? Est-ce que c'est l'intérêt de la civilisation? La création des parcs naturels qu'on a évoqués tout à l'heure se fait au nom de l'intérêt de l'humanité, c'est-à-dire au nom de la préservation de certains espaces soustraits aux déprédations écologiques, mais très souvent aux dépens de populations locales. C'est un phénomène que les anthropologues connaissent bien, puisqu'il a abouti à la dépossession. Le moment inaugural de la création des parcs naturels, qui était la création de Yellowstone aux États-Unis, s'est faite en dépossédant des populations autochtones de leur territoire de chasse, de façon à créer cette cathédrale sublime de la nature qui est d'une certaine façon l'armature idéologique du nationalisme états-unien. Donc c'est un phénomène qui s'est reproduit au fil du temps dans toutes les créations de parcs naturels ou de réserves naturelles, que ce soit en Europe ou dans l'espace colonial, puisque les premiers parcs naturels ont été créés indépendamment de l'exemple américain dans les empires coloniaux par les Français et par les Anglais. Donc l'intérêt supérieur en quelque sorte de l'humanité
ou de la nation est définie en général de façon très abstraite, alors que l'intérêt des collectifs est évidemment lié à un effet de patrimonialisation locale, avec quelquefois la difficulté, puisque vous évoquiez la notion de communauté en préambule, de définir ce qu'est la communauté. Quand on est dans des systèmes sociaux qui sont relativement peu structurés par des institutions intermédiaires comme des clans, comme des lignages, comme des groupes de filiation en général, la communauté peut être très diverse. Moi, j'ai vécu plusieurs années dans une société sans État, dont on peut se demander si elle formait véritablement une communauté, puisque c'est une société où régnait la vendetta et où effectivement les conflits étaient réglés pour l'essentiel les armes à la main. Et donc, qui pose des problèmes précisément pour des populations de ce type-là, lorsqu'elles doivent réclamer vis-à-vis de l'État des territoires qui seraient fondés sur une conscience historique du type de celle qui s'est manifestée en Europe au XVIIIe siècle, d'être un sujet politique collectif. Une façon sinon de résoudre la question, mais en tout cas une précaution à prendre, c'est de s'assurer que l'intérêt général est bien celui de la communauté nationale et non pas celui d'intérêts privés qui sont défendus par l'État. Et de très nombreux cas d'appropriation que moi je vois comme indus, et je ne suis pas le seul, de territoires collectifs pour des aménagements. Vous avez tous des exemples à l'esprit, je n'ai pas besoin de les préciser, d'aménagements par l'État, que ce soit des aéroports, des autoroutes ou des lignes à grande vitesse, viennent jeter un doute, au fond, sur la définition de l'intérêt général. Et on se demande si cet intérêt général ne passe pas par des canaux qui sont ceux d'intérêt privé. Et au fond, d'une certaine façon, on peut imaginer que les communs, alors là je parle du contexte européen, mais pas simplement, y compris dans des collectifs extramodernes, c'est ce qui se définit par les luttes, au moyen desquelles un collectif prend conscience qu'il est un collectif, qu'il est une communauté, et qu'il a à se défendre contre des attaques, contre des spoliations et contre des destructions d'un territoire. Je ne vais pas prendre des exemples, j'en ai beaucoup trop à l'esprit, mais enfin, je me déplace régulièrement à l'invitation de communautés qui se défendent précisément contre des menaces de spoliation. Et dans tous les cas, les arrêtés qui sont pris par les préfectures comme pour déterminer qu'un territoire peut être aménagé vont bien évidemment non seulement à l'encontre des usagers, mais permettent aussi de s'interroger sur le bien fondé, au fond, de l'aménagement qui est proposé. Et évidemment, ce désaccord n'est pas quelque chose qui renforce de la part des Français le sentiment d'une démocratie qui fonctionne de façon optimale. Je pense que la question de la propriété communautaire, encore une fois, je crois que dans certains cas, on ne peut même pas parler de propriété communautaire, on ne peut même pas parler de commun. Alors ça dépend beaucoup des circonstances, ça dépend, il y a des dimensions géographiques qui sont importantes, ça dépend de la densité de population, ça dépend du type d'usage des ressources, etc. Mais on a évoqué ce matin la question
de la tragédie des communs. C'est quelque chose auquel je suis sensible. Certains d'entre vous connaissent peut-être cet article de Gareth Hardin, qui est un écologue, qui plutôt malthusien, qui invente une fable complète, qui est celle d'un pâturage qui est du fait de la maximisation de l'intérêt de ses usagers collectifs et est utilisé de façon excessive, et le surpâturage aboutit à la destruction de la ressource. C'est une fable complète, parce que tous les anthropologues qui s'intéressent à des systèmes d'usage savent bien que dès qu'il y a ressources communes, il y a des règles d'usage pour ces ressources. On a cité ce matin le nom d'Elinor Ostrom, qui a magistralement démonté ce genre d'argument. Mais cet article, The Tragedy of the Commons de 1968, reste quand même dans l'esprit de beaucoup de gens, alors qu'en réalité, c'est le capitalisme vorace qui détruit les communs et non pas les usagers. On a de très bons exemples de cela dans des usages conjoints de territoire. L'anthropologie, l'histoire nous montre par exemple comment des populations de pasteurs nomades utilisent des territoires de sédentaires avec des formes d'accord entre les sédentaires et les nomades pour faire passer les troupeaux à certains moments de l'année pour qu'ils n'endommagent pas les cultures, pour l'utilisation des points d'eau, etc. C'est des choses qui sont parfaitement connues. Donc le partage de plusieurs territoires et donc les droits d'usage sur un même territoire par des gens qui ont des systèmes d'exploitation différents sont parfaitement connus. On a évoqué aussi ce matin ce mouvement, au fond, continu depuis la fin du Moyen-Âge des enclosures, qui, je crois, est toujours en cours, hein, c'est-à-dire le fait de la suppression des communs, soit par des entreprises individuelles, soit par le biais de l'État. Ça a commencé en Angleterre. Il y a un exemple absolument renversant, si je puis dire, en France, c'est celui des Landes, avec le lotissement des pâturages communaux des Landes au profit de la sylviculture. Et dans ce cas-là, c'est plus, selon la formule de Thomas More, les moutons ont mangé les hommes, c'est les pins ont mangé les moutons, et aussi les hommes qui s'occupaient des moutons. Donc c'est un exemple qui est quand même relativement récent, mais à mon sens, j'espère que je ne vais choquer personne, mais les mouvements de protestation contre ce qu'on appelle les méga-bassines font partie encore de ce phénomène, c'est-à-dire l'accaparement par des petits noyaux de producteurs d'un bien commun qui sont des nappes phréatiques aux dépens de la collectivité. Donc c'est un phénomène qui malheureusement est assez caractéristique de ce qui a été d'abord l'accumulation du capital et ensuite le développement de la mercantilisation des ressources, contre lequel, bien sûr, les communaux tels qu'on nous les a décrits ce matin, en particulier, s'efforcent de lutter. Je pense que tous les citoyens devraient avoir à cœur de défendre cette démocratie locale que représentent les communaux, qui en plus sont le support, on l'a aussi bien entendu ce matin, de savoir-faire, qui sont transmis au fil des générations, d'une connaissance très fine des milieux, de leur cycle, qui permettent un usage raisonné, raisonnable, et non une destruction de la ressource. Et outre cela, et pour faire écho à la question de la patrimonialisation,
en faisant abstraction dans l'idée de patrimonialisation, il y a l'idée de patrimoine, c'est-à-dire d'un capital accumulé et transmis à l'intérieur soit d'une famille, soit d'une collectivité. Il y a aussi l'idée d'une identification profonde à un milieu qui est caractéristique et qu'on a senti dans beaucoup des interventions de la matinée. Identification qui non seulement est transmise par l'expérience et dans le cadre familial, mais peut-être acquise aussi. Et moi, je suis tout à fait admiratif de la façon dont des ZAD, par exemple, ont construit ce sentiment d'identification à des milieux. Lorsque le mot d'ordre de Notre-Dame-des-Landes, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, me paraît être une très belle illustration, au fond, de ce fait que, même si l'on vient d'un milieu de squatteurs urbains, en quelques années, on peut s'identifier profondément à un territoire et à ses habitants autres qu'humains. Et c'est un motif d'espoir, d'une certaine façon, dans des situations d'accaparement qui ne cessent pas. Donc ces territoires, je pense aux communaux, et je pense aux ZAD aussi, ce sont des territoires cosmopolitiques, en un sens un peu différent de celui que Kant donnait à la notion de cosmopolitique, c'est-à-dire comme un régime de liberté partagé par tous les humains à la surface de la Terre et garanti par un projet de paix perpétuel. Le problème de la cosmopolitique kantienne, comme celle de certains de ses continuateurs, c'est que dans ce cosmos, il n'y a que des humains. Et dans les cosmopolitiques dont on vient de parler, c'est-à-dire dans les communaux comme dans les ZAD ou comme dans les territoires autochtones, le cosmos est présent sous la forme de la pluralité de ses habitants. Et c'est difficile d'ailleurs de les représenter du point de vue du droit, la pluralité de ses habitants. J'ai eu la surprise amusée de trouvé dans la charte d'un parc régional il y a quelque temps, le parc des Bauges, au détour d'une ligne, parmi les missions du parc, celle de protéger les esprits de la nature. Personne ne sait ce que sont les esprits de la nature dans cette région des Alpes. Cela dit, le fait que dans un pays jacobin et cartésien et laïque, on puisse évoquer la protection des esprits de la nature dans une institution comme un parc régional m'a paru être un tournant intéressant. Je rappelle que dans l'acte du Parlement néo-zélandais qui institue le bassin versant du fleuve Wanganui comme une personnalité juridique, on définit comme étant, faisant partie de cet ensemble, comme un sujet politique en quelque sorte, toutes les réalités matérielles, sociales et métaphysiques de ce bassin versant. Donc les Néo-Zélandais ont été très pionniers en la matière. Donc au-delà de la fonction de nécessité, on a parlé beaucoup ce matin de l'affouage, et je pense que c'est des choses utiles. Il faut se rappeler que les premiers articles de Marx se portaient sur cette question des droits d'affouage dans les forêts rhénanes, et de la suppression des droits d'affouage dans les forêts rhénanes. Au-delà de cette question qui est importante, il faut souligner qu'au-delà de la fonction de remplir des nécessités, ces communaux permettent de stimuler à la fois les attachements entre les humains qui ont à prendre soin de ces communaux, mais aussi les attachements interspécifiques entre ces humains. On a beaucoup parlé de cueillette de champignons ce matin, c'est quelque chose auquel je suis sensible aussi. Et c'est une façon, bien sûr, de faire baisser la pression
sur des écosystèmes fragiles. Je voudrais conclure par un exemple que je trouve très intéressant, parce que il fait basculer la conception du sujet politique vers un autre type de sujet que celui qui nous est familier, à savoir l'individu propriétaire de lui-même et capable d'exercer ses droits comme un petit producteur dans un marché concurrentiel, qui est un peu le modèle qui s'est développé dans la philosophie politique depuis Hobbes et Locke, et qui est toujours au fondement de l'idéologie politique des démocraties libérales. C'est une communauté de l'Amazonie équatorienne qui est juste au nord de l'endroit où j'ai vécu quelques années avec les Achuar, qui s'appelle Sarayaku, et qui est venue à la COP 21 pour demander que soit reconnu son territoire comme une nouvelle catégorie de territoire, en fondant l'argumentaire sur le fait que ce territoire était le support de relations tout à fait singulières entre humains et autres qu'humains, et donc que l'ensemble des relations matérielles et spirituelles dont ce territoire était le support devait être protégé. Et là, c'est très intéressant parce que le sujet politique, ça n'est plus le territoire comme base de ressources, éventuellement soumis à une pression. Et effectivement, il y a des compagnies pétrolières qui rôdent pas très loin, donc la nécessité s'en fait comprendre. Mais le support de ce territoire, enfin, ou plus exactement la légitimation de ce territoire, c'est le fait qu'il est le support d'une relation. Et donc le sujet politique maintenant, c'est la relation. Et c'est la relation singulière qui se tisse entre tous ces êtres. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que dans le cas des communaux, le sujet politique, et c'est pour ça peut-être que les communaux suscitent une certaine inquiétude de la part de l'État, le sujet politique, c'est pas l'assemblée des humains, c'est la relation qui se tisse entre les humains par rapport à un territoire. Et en ce sens-là, effectivement, si on reconnaît cela, c'est une glissade dans une nouvelle façon de concevoir les rapports politiques qui peut être conçue par les Jacobins comme quelque chose de périlleux. Voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi de rajouter une référence fictionnelle d'Asimov qui décrit Gaïa comme une entité, le nous, qui réunit les humains, les animaux, les objets, la terre, le ciel, les nuages, l'ensemble. Et je trouve que sa création est magnifique et fait écho à ce que vous venez de décrire. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps des questions. Une ou deux. Oui. Comme on a commencé avec Sarayaku, je crois qu'il faudrait aussi dire, parce qu'ils sont maintenant reconnus par les Nations Unies comme un territoire de vie. En Europe aussi, on a 5 aussi territoires de vie qui sont basés sur ça. Et il sera bien de faire ça aussi en France. Il faut aussi parler que les enclosures, la loi qu'on a eue ce matin de 1700 qui reconnaît les communs, le reste de ce décret dit qu'on doit les supprimer, on doit faire les enclosures. Et ça fait 300 ans, depuis la Révolution, qu'en France, on fait les enclosures continuellement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un mal connaissance des communs en France. On préfère de regarder au Sarayaku. Il y a quelques années, on a imprimé un peu les Sarayaku, parce qu'on était en France, ils parlaient de protéger les forêts. Et nous, on disait, nous, on fait les mêmes choses, ça fait longtemps, mais il n'y a personne qui nous reconnaît. Il n'y a personne qui nous donne des fonds, en Europe en général, pour avoir des fonds de Nations Unies ou de ICC Consortium ou n'importe qui. Ils ne vont pas donner pour, comme Guillaume a dit, les peuples autochtones de l'Europe qu'on ne reconnaît pas. Et souvent, même que j'adore le Faro, le quartier maritime n'est pas très bon, parce que qu'est-ce qui se passe quand tout le monde reconnaît les communs? Tu as quelqu'un à côté de toi qui va te dire qu'est-ce qui se passe. C'est détruit, cet héritage est détruit. Et c'est pourquoi Ostrom est intéressant, parce qu'Ostrom a dit on a des règles pour reconnaître l'héritage. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et ça, c'est très, très, très diffondant des nouveaux communs
Nouveau commun, il n'y a pas beaucoup de règles. Les anciens communs qui existent depuis très très longtemps en France, en Europe en général, il y a des règles. Et aussi, il faut dire que le premier parc, ce n'était pas Yellowstone, c'était Aristote, il parlait de ça autour d'Athènes il y a 3000 ans. Et c'était toujours fait par les enclosures. On était les premiers à créer des parcs à travers les enclosures avant qu'on a mis ça tout partout d'autre. C'était un modèle qu'on a pris tout partout d'autre avec le terra nullius et blablabla. Mais il faut qu'on comprenne l'histoire des communs, des anciens communs en Europe avant qu'on peut les protéger, parce que sinon, et aussi apprendre les nouveaux communs, ils ont besoin d'apprendre des anciens communs en Europe. Oui, Merci il y a beaucoup. aussi une forme de commun, vous évoquiez Athènes, très caractéristique de l'Antiquité, qui étaient les biens des temples. Et au fond, on a là un système très intéressant, puisque la propriété est transmissible. La propriété d'un fonds appartient à un édifice qui sert au culte. Et donc, la versatilité en fait du droit. Moi, je découvre progressivement, à mesure que je m'intéresse à ces choses-là, la plasticité du droit et le fait que quand on parle de droit romain, on ne prend pas véritablement en question la plasticité même du droit romain, c'est-à-dire la façon dont le droit à Rome était exercé, pour ne pas parler de l'Antiquité grecque.